Je vous remercie. Effectivement, donc, on le voit bien en termes d'amiante. Pour les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail, en particulier, animées et coordonnées par le médecin du travail, un des enjeux premiers est la prévention primaire, puisque la mission est éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. On est bien sur un objectif de prévention primaire, d'accompagnement dans la réduction des expositions, et donc pour ce faire, il faut pouvoir identifier des populations cibles. À qui va s'adresser prioritairement cette action de prévention primaire? Alors, pour vous montrer... Ça y est, ça marche. Pour vous montrer en quoi l'enquête Sumer peut apporter des éléments de réponse à ces questions d'orientation des actions de prévention primaire, eh bien, juste en quelques mots, vous rappeler ce que c'est que l'enquête Sumer. Donc, Sumer, pour surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels, c'est une enquête qui est pilotée par l'ADARES et la DGT en son sein, l'inspection médicale du travail, et c'est une enquête itérative qui permet la description et le suivi des expositions des salariés à différents types de risques professionnels. Avec un mode de recueil original, puisque vous savez que dans les enquêtes habituelles, eh bien, vous avez un enquêteur professionnel qui vient recueillir les dires de la personne tirée au sort. Là, on n'est pas sur ce modèle-là. On est sur un modèle dans lequel l'enquêteur, et vous le savez pour grand nombre d'entre vous, puisque j'en ai vu un certain nombre que j'ai vu aussi pour les formations Sumer en région, eh bien, pour Sumer, l'enquêteur est le médecin du travail, et ce qu'on attend de l'enquête Sumer, c'est sur certains items, certes le recueil des dires du salarié, mais aussi sur d'autres items, ce qu'on attend, c'est l'expertise du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire sur la nature des risques professionnels auxquels le salarié a été exposé pendant la semaine précédant l'enquête. C'est une notion importante, on interroge la semaine précédant l'enquête. Le recueil se fait au travers d'une part d'un questionnaire principal et d'un auto-questionnaire, donc d'un questionnaire auto-administré rempli par le salarié seul, avec une validation du dispositif par le CNIS qui a donné depuis la précédente enquête de 2009-2010 un avis d'opportunité et un label de qualité statistique. En termes de mobilisation, depuis les débuts de l'enquête Sumer qui remonte à 1994, nous avons régulièrement pu interroger 50 000 salariés, ce qui nous a permis, après redressement, d'avoir des résultats qui sont représentatifs des 22 millions de salariés. Donc, les résultats que nous allons vous présenter portent principalement sur l'enquête de 2003, sur l'enquête de 2009-2010, et vous savez que nous avons une nouvelle enquête Sumer qui est en cours, 2016-2017, pour laquelle nous sommes encore en phase de recueil de données, et nous remercions naturellement tous les médecins du travail, leurs équipes et les services de santé au travail qui se sont engagés dans cette enquête qui est extrêmement importante. Et donc, cette enquête va finalement nous permettre d'être un élément complémentaire d'identification de nos populations cibles et donc d'orientation de nos actions de prévention, et donc un outil absolument indispensable. Alors sur l'amiante, qu'est-ce que nous mesurons en termes d'amiante et plus généralement en termes de fibres dans l'enquête Sumer? Eh bien, pour faire suite à la synthèse du professeur Smolik ce matin, en termes d'amiante, nous sommes sur amiante tout ou rien. Nous avons donc une question amiante avec les caractéristiques des situations d'exposition. Nous avons aussi une question fibre céramique réfractaire et une question autres fibres minérales artificielles, incluant fibres de verre, roches, laitiers, etc. Nous l'avons dit, ce que nous interrogeons dans le cadre de l'enquête Sumer, ce sont les expositions qui concernent sur l'amiante la seule semaine travaillée précédant l'enquête. Pour tous les salariés qui ont été reçus par le médecin du travail en examen périodique ou en consultation d'embauche un petit peu différée.
À partir du moment où le médecin du travail a identifié l'existence d'une exposition à l'amiante, on va aussi mesurer ces expositions en termes de durée, en 4 positions, hein, moins de 2 heures par semaine, 2 à 10 heures par semaine, 10 à 20 heures par semaine et 20 heures par semaine ou plus. Nous allons aussi rechercher l'existence de protection collective. Nous allons aussi mesurer l'intensité de l'exposition, elle aussi en 4 positions de très faible à très forte, et cette mesure sera le fruit soit d'une estimation, soit d'un mesurage. Et puis nous allons interroger aussi la mise à disposition des équipements de protection individuelle, dont les protections respiratoires. Alors en termes de résultats, qu'est-ce que nous avons globalement sur ces 3 questions fibres? On va commencer par ce qui n'est pas amiante, juste pour avoir une estimation. Hein. 79 000 salariés sont exposés aux fibres céramiques réfractaires. Parmi eux, les familles professionnelles qui ont le plus grand pourcentage de salariés exposés ne sont pas du BTP, sont les ouvriers qualifiés de la réparation automobile, les ouvriers non qualifiés de la mécanique, avec respectivement presque 10% et 4% de salariés exposés de cette famille professionnelle. En ce qui concerne les fibres, les autres fibres minérales, eh bien, nous avons 254 000 salariés exposés, et là encore, les familles professionnelles qui ont le plus grand nombre de salariés exposés sont les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment et les ouvriers non qualifiés de cette même famille professionnelle. En regard de cela, dans Sumer, donc, qui interroge la semaine précédant l'enquête, nous avons 81 000 salariés exposés à l'amiante. Donc, les voici, nos 81 000 salariés exposés à l'amiante, avec un premier constat qui est une réduction des expositions entre l'enquête 2003 et 2010, puisque lorsqu'on regarde à champ constant, nous avons en 2003 106 000 salariés exposés contre 71 000 en 2010, à champ constant. Donc en 2010, sur la totalité du champ de l'enquête Sumer, nous l'avons dit, donc 81 400 salariés ont été exposés à l'amiante durant la semaine précédant l'enquête, principalement des hommes, 12 hommes pour une femme approximativement. En termes d'âge, vous voyez que nous avons principalement, et c'est l'histogramme qui se trouve à gauche en rouge, principalement des salariés de 40 à 49 ans qui sont les plus nombreux, mais nous avons aussi des jeunes, des moins de 25 ans, qui arrivent en 3e position du nombre de salariés exposés. Donc, qui vont être exposés à un cancérogène en début de parcours de santé au travail, de vie au travail. Si on regarde maintenant les catégories professionnelles qui sont exposées, eh bien nous avons principalement les ouvriers qualifiés, c'est l'histogramme que vous avez en bleu à droite. Si on regarde maintenant les familles professionnelles qui ont la plus grande proportion de salariés exposés à l'amiante, eh bien, on voit que sur la totalité des 87 familles professionnelles, les premières à être représentées, eh bien, ce sont les familles professionnelles du BTP, avec les ouvriers qualifiés du gros œuvre, du second œuvre, ou les ouvriers non qualifiés. Donc en violet sur l'histogramme, et vous avez ensuite en bleu pâle la maintenance et la réparation automobile. Maintenant, si on regarde la structure de l'entreprise, on constate que déjà, ce sont les entreprises qui interviennent en sous-traitance qui ont la plus grande proportion de salariés exposés à l'amiante, 31% versus 26% chez les non-exposés, et principalement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on est dans des structures
plutôt de taille petite. Et si on fait le parallèle avec ce qu'on observe pour les expositions aux cancérogènes, tout cancérogène confondu, eh bien, on remarque qu'on a la même tendance et que par ailleurs, ces petites entreprises sont celles qui ont le moins de protection collective et sont celles qui, par ailleurs, ont des dispositifs de prévention les moins formalisés. Donc là, on voit émerger des pistes d'orientation pour la prévention. Alors, si on regarde maintenant les caractéristiques d'exposition à l'amiante, on voit qu'elles sont quand même majoritairement courtes, c'est-à-dire en fait il y a moins de 2 heures par semaine d'exposition à l'amiante dans près de 70% des cas. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique que vous avez là. Mais on voit aussi quand même que dans 6% des cas, les expositions sont longues, c'est-à-dire plus de 20 heures par semaine. Si on regarde maintenant du côté des intensités d'exposition, donc comme vous l'a dit Sigolène précédemment, elles sont mesurées de très faibles à très fortes. Les intensités d'exposition à l'amiante, là aussi, elles sont plutôt très faibles dans 56% des cas, mais dans 5% des cas, elles sont quand même très fortes. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par forte? Eh bien, c'est autour de 50% de la valeur limite d'exposition. Alors là, on s'est intéressé plutôt aux mesures de protection pour les salariés donc exposés à l'amiante. Et les résultats, ils nous indiquent que sur nos 80 000 salariés exposés, 30 000 n'ont pas de protection collective. Donc ça fait près de la moitié des salariés exposés à l'amiante, donc en 2010. Et ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que ce chiffre, il est encore plus alarmant si on regarde les situations dans lesquelles il existe vraiment une protection collective identifiée par le médecin du travail, puisque vous voyez qu'il y a aussi une colonne non déclarée, donc dans certains cas, finalement, on ne sait pas. Mais si on regarde les cas vraiment déclarés par le médecin, finalement, il n'y a qu'un salarié sur 5 qui bénéficierait d'une protection collective alors qu'ils sont exposés à l'amiante. Donc pour autant, les mesures de protection, elles se sont légèrement améliorées entre 2003 et 2010, si on observe l'évolution entre les deux enquêtes, puisque les salariés exposés sans protection collective sont passés de 43 à 39%. Alors, en ce qui concerne maintenant les protections individuelles, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est que la mise à disposition de ces protections-là est aussi insuffisante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'enquête Sumer, on ne peut pas mesurer si les protections individuelles sont utilisées, mais uniquement si elles sont mises à disposition. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour plus d'un tiers des salariés exposés à l'amiante, il n'y a aucune protection individuelle qui n'est déclarée. Et près de la moitié des salariés qui sont exposés à l'amiante n'ont pas de protection respiratoire mise à disposition. Donc là, c'est la flèche que vous voyez là. Donc cependant, là aussi, il faut quand même noter des améliorations par rapport à 2003, puisque les salariés qui sont exposés sans protection individuelle sont passés de 46 à 31%, et les protections respiratoires aussi mises à disposition ont là augmenté de 48 à 66% des salariés. Donc finalement, entre 2003 et 2010, les salariés qui sont exposés à l'amiante et qui ne bénéficient d'aucune mesure de protection, donc que ce soit collective ou individuelle, sont passés de 20% à 10%. Donc il y a quand même une amélioration à noter. Alors, en complément de ce qu'on vient de dire, si on regarde maintenant ce qui se passe pour les équipements de protection pour l'ensemble des cancérogènes qu'on repère dans Sumer, eh bien, en fait, ce n'est pas nécessairement les populations qui sont les plus fortement exposées qui bénéficient des meilleures protections collectives. Comme l'a dit Sigolène tout à l'heure, les salariés qui sont employés dans des établissements qui travaillent en sous-traitance sont très exposés aux cancérogènes si on les compare aux autres, mais ils bénéficient de moins de protection. De la même façon, les salariés qui travaillent dans les petites entreprises, ils sont plus exposés que les autres aux cancérogènes. Donc là, vous voyez 13% versus 8% pour ceux des grandes entreprises, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux à ne pas avoir de protection collective déclarée. Donc ce qu'on peut dire, évidemment, c'est que les politiques formalisées de prévention seraient moins développées dans les petits établissements. Et ce qu'on peut aussi rappeler vis-à-vis de l'ensemble des cancérogènes, c'est que les jeunes sont aussi beaucoup plus exposés. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'amiante, mais c'est vrai pour l'ensemble des cancérogènes, puisque 16% des moins de 25 ans sont exposés contre 10% pour l'ensemble de la population. Donc ça donne quand même un éclairage complémentaire pour orienter les actions de prévention vers ces jeunes.
Alors enfin, on s'est intéressé à l'opinion des salariés exposés à l'amiante sur la base des déclarations qu'ils font dans leur auto-questionnaire. Puisque pour rappel, les résultats qu'on vous a donnés précédemment, ils relèvent de l'expertise du médecin du travail et de son équipe pluridisciplinaire, mais là on s'intéresse vraiment à l'opinion des salariés exposés. Donc ce qu'on a pu noter, c'est que près d'un tiers des salariés qui sont exposés à l'amiante ont déclaré un ou plusieurs accidents du travail au cours des 12 derniers mois, alors que c'est que 8% pour l'ensemble des salariés. Donc là, il y a probablement aussi un effet métier au-delà de l'effet amiante, puisque si on observe la déclaration des accidents du travail dans le BTP, il est aussi plus important que pour l'ensemble des salariés. Un autre résultat qui est particulièrement intéressant, c'est que les salariés exposés à l'amiante sont globalement conscients des risques liés à leur poste de travail. 41% déclarent que leur travail est mauvais pour leur santé, alors qu'ils sont 27% pour les salariés qui ne sont pas exposés à l'amiante. Et un tiers des salariés exposés à l'amiante ont déclaré qu'ils ont interrompu ou refusé une tâche pour préserver leur santé ou leur sécurité. Parmi eux, 14% ont déclaré que leurs collègues ont également utilisé leur droit de retrait en même temps qu'eux, donc en interrompant ou refusant une tâche pour préserver leur santé. Donc là, il semblerait que les messages de prévention puissent quand même avoir un impact effectif non négligeable. Voilà. Alors, pour conclure, donc, les résultats de l'enquête montrent globalement que l'exposition à l'amiante connaît une baisse entre 2003 et 2010, mais malgré tout, en 2010, les salariés du BTP restent toujours très exposés. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les mesures de protection se sont améliorées, mais elles restent quand même vraiment insuffisantes au regard des effets de l'amiante sur la santé, alors que ces effets-là sont connus depuis de très nombreuses années. L'intérêt de ces résultats, c'est qu'ils nous permettent de dégager des cibles et des pistes pour la prévention, par exemple les petites entreprises, par exemple les jeunes. Et ce qu'on a aussi pu montrer à travers cette enquête, c'est que les salariés sont globalement conscients de l'impact de leur travail sur la santé, donc ce qui montre bien l'impact des actions d'information qui peuvent être conduites. Voilà, donc pour finir sur une note positive, ce qui est toujours plutôt agréable, on peut dire que le travail fait depuis plusieurs années sur l'amiante et la prévention semble quand même porter ses fruits.